Déjà, du coup, ma chaîne, c'est une chaîne sur l'histoire de l'alpinisme. Ouais. Donc déjà, est-ce que toi, tu as des références historiques qui t'ont inspiré à faire de l'alpi? Ouais, carrément. Ben, tu vois, donc moi, j'ai les références françaises, un peu classiques, on va dire, comme Pierre Bégin, Jean-Christophe Lafaille, des gars qui, voilà, ont un peu développé le style alpin et qui m'ont inspiré parce qu'ils avaient aussi, tu vois, pour Lafaille, une vraie composante escalade à côté. Il a ouvert des voies à Céuse, il grimpait beaucoup à Céuse et c'est quelque chose qui, moi, me tient très à cœur. Et pour Pierre Bégin, lui, en fait, c'est assez rigolo parce qu'il travaillait en tant que chercheur sur le campus de Saint-Martin-d'Hères. Et moi, je travaille à la météo là-bas, tu vois. Donc, c'est des gens qui avaient la montagne, mais aussi des choses à côté. Et je trouve ça super intéressant. Et après, il y a un gars que je connais pas du tout, mais qui m'a beaucoup inspiré. C'est un alpiniste polonais qui s'appelle Wojtek Kurtyka, qui a été un des pionniers du style alpin sur des voies très techniques. Et voilà, pour moi, tout ce qu'il a fait, c'est que des pépites. Et je trouve assez dingue la manière dont ils avaient d'aller en montagne avec ce côté. Les mecs fuyaient la guerre et une fois qu'ils arrivaient au Népal ou au Pakistan, en fait, c'était le début des vacances, quoi. Et pour eux, clairement, la partie dure, c'était de quitter leur pays, quoi. Et ouais, il y a un beau papier de Bernadette MacDonald, un livre là, sur ces gens-là qui est très intéressant. Ouais, sur les Polonais qui faisaient beaucoup d'hivernal. C'est ça, exactement. Et dans le film, du coup, le Cavalier sans tête, vous prononcez beaucoup le mot style alpin, qui se trouve être aussi le nom de ma chaîne. Et du coup, je voulais que tu nous donnes, puisqu'avec Charles, vous êtes quand même aujourd'hui les représentants français d'un style alpin pur, du coup, dans la lignée de Bégin, de Lafaille. Du coup, toi, ta définition du style alpin, pour l'expliquer simplement aux gens, aujourd'hui surtout, ce que représente le style alpin. Alors déjà, de base, moi, j'aurais aimé en parler moins, en fait, et j'aimerais qu'il y ait en fait, que l'alpinisme ne soit que style alpin et du coup qu'on n'ait pas besoin de le préciser, en fait, tu vois. Ça ce serait mon idéal à moi, ce serait ça, parce que en fait, si on en parle dans le film et si on répète ce mot style alpin, c'est parce qu'aujourd'hui il y a différents styles et différentes manières qui sont faites et mises en place. Et donc au fond, moi j'aimerais bien ne pas en parler, en fait, parce que s'il y avait que ça, ce serait vachement plus simple et plus pur. Et donc aujourd'hui, le style alpin, pour expliquer brièvement ce que c'est très banal dans nos montagnes des Alpes. En gros, c'est monter ta montagne de bas en haut, d'une seule traite, sans faire d'aller-retour et sans utiliser d'artifices tels que fixage de cordes, éventuellement l'utilisation d'oxygène, utiliser ce qu'on appelle des porteurs d'altitude, donc des gens qui seront pas là pour grimper mais pour porter tes affaires. Donc voilà, je rentre ça dans la case artifice, c'est peut-être un peu bizarre comme mot, mais tu as tous ces petits plus qui font que à l'opposé, tu vas avoir des styles himalayens, style tourisme d'altitude, quoi, qui viennent un peu se différencier du style alpin, qui est pour moi juste le style normal, en fait, quoi, juste la manière de faire de la montagne basique, quoi. Et il y a aussi une composante là-dedans, tu vois, le style himalayen, il n'y a pas de place à l'imprévu. Tu vas faire le sommet, c'est prévu, c'est comme ça, tu es dans une trace avec des cordes fixes et tout. Et est-ce que tu es d'accord pour dire que l'alpinisme de haut niveau aujourd'hui, c'est l'adaptation? Parce que vous, dans le Cavalier sans tête, à la redescente, vous passez de l'autre côté de la montagne, parce que c'est trop galère, trop engagé de descendre du même côté. Et du coup, le haut niveau réside dans la capacité à s'adapter et à changer son plan et à déployer ses compétences pour faire autre chose. C'est ça, c'est le haut niveau en expé, en tout cas, c'est savoir rebondir, tu vois. Et donc, tu vois, sur 15 expéditions, j'ai jamais, ou peut-être juste une seule fois, fait mon plan A, en gros. Donc, à chaque fois, on est venu sur des plans B, à chaque fois, on a changé d'objectif, on a rebondi. Encore là, au Népal, tu vois, genre, on arrive au sommet, et comme tu dis, la descente, ça se passe pas du tout comme prévu, on change d'option à n'importe quel moment, il faut savoir rebondir, donc c'est carrément ça, ouais. Aujourd'hui, le haut niveau, il réside aussi dans le fait de pouvoir rebondir, changer et pas rester figé dans son état d'esprit aussi, quoi. Parce qu'au-delà d'avoir changé de voie, c'est surtout qu'au départ, vous aviez un autre objectif. C'est ça. Et du coup, l'idée de faire l'expé et de ne pas l'acheter à la poubelle, mais de repartir sur une montagne que vous n'aviez pas du coup étudiée en amont. Du coup. Ouais, c'est ça. Vous aviez un objectif principal et vous êtes parti sur autre chose. Ouais, donc on est parti sur cette montagne qui s'appelle Lungshik, dont on n'avait aucune information. Et donc on a gravi notre voie, tu vois. Et on avait regardé la face ouest, mais on n'avait pas d'infos. Et nous, notre idée, et ce pourquoi on allait là-bas, c'était aussi pour ouvrir une nouvelle ligne. On avait ce côté nouveau qu'on avait envie de mettre en place. Et donc, quand on a grimpé notre voie, on n'avait pas Internet, pas d'informations. On est revenu au lodge après avec Internet. Et une des premières choses qu'on a vérifiées, entre guillemets, c'est si ça avait pas déjà été grimpé, en fait, tu vois. Et on était un peu stressés parce qu'on était là, mais en fait, ça se trouve,
il y a des gens qui sont déjà passés par là et tout. Et donc il y avait un petit stress par rapport à ça, tu vois, parce que bah oui, ça aurait été très chouette de répéter un itinéraire, mais le fait d'ouvrir, ça rajoute toujours un petit truc, quoi. Donc il y a aussi l'idée que l'engagement, là, vous êtes dans un camp de base artisanal, quoi. Ouais, c'est ça. S'il y a un problème, la rescue, elle arrive pas comme ça. T'es isolé et il y a un vrai côté exploration, du coup. Il y a un vrai côté exploration. Donc en gros, au camp de base, nous, on utilise quand même des porteurs pour faire le trekking, donc pour amener toutes nos affaires jusqu'au point qu'on définit comme camp de base. On ne prend pas l'hélico pour aller au camp de base. Non, non, on prend pas l'hélico. On a marché en gros 5 journées pour arriver au camp de base. Et là, on se fait accompagner de plusieurs porteurs qui nous aident à porter la nourriture, le matériel. Et après, on s'installe sur place. Donc, il y a Mathurin, Charles et moi. Et en plus, on a 2 cooks, en gros 2 gars qui sont là, qui nous font un peu à manger, et qui sont là avec nous au camp. Ce serait pas forcément nécessaire, tu vois, on pourrait se faire à manger aussi entre nous, mais c'est un confort qu'on se permet, et c'est très cool parce que ça te permet aussi d'échanger quand même plus avec les locaux, et tu fais fonctionner le commerce là-bas, et ça te permet de passer du temps avec des Népalais, c'est quand même super sympa. Et en termes d'ambiance au camp de base, ça change bien la donne, quoi. Et du coup, comment toi tu vois l'avenir, tu vois, si on part du principe que l'alpinisme de haut niveau, c'est justement l'adaptation, c'est plus forcément d'aller faire des lignes hyper dures à des 8000, ce que vous montrez bien dans le film, c'est qu'en fait il y a plein de trucs à faire sur des montagnes moins hautes. Est-ce que toi ça te ferait kiffer justement là dans le futur d'aller faire une expé pour faire la première, parce qu'il y a encore plein de sommets de 6000 qui sont pas gravis. Bien sûr. Est-ce que ça te ferait kiffer, tu vois, de retrouver le côté pionnier et d'aller faire la première d'un sommet jamais gravi? Ouais, en fait c'est ce que j'ai fait cet été. Je suis parti au Groenland le long de la côte Est. On a fait toute une traversée en kayak pendant 40 jours en totale autonomie et on est allé vraiment au fin fond d'un fjord pour trouver un sommet qui était vierge et qui avait jamais été grimpé auparavant. Et donc on l'a escaladé et on est revenu en kayak. Et là, il y avait justement cette idée exploratoire qui est aussi vachement amplifiée par le côté marin et le côté mer, fjord, iceberg, tout ça. Et quand tu me parles d'exploration, pour moi là on était pile là-dedans, quoi. Et c'est une ambiance qui est totalement différente d'une expé au Népal où malgré tout tu croises quand même des gens. Tu vois là, certes on n'est pas à l'Everest, mais sur le trekking tu vois des gens par-ci par-là. Tu sens que la civilisation elle est pas si loin que ça finalement. Alors que là au Groenland pendant 40 jours on n'a pas vu un humain, on a vu quelques petits animaux, mais on était tous les 4 et c'est tout. Et donc là, au Groenland, tu as fait vraiment des premières de sommets qui n'avaient jamais été gravis. C'est ça. On a fait un sommet, une voie, on était venu pour celle-là, on l'avait repéré, on avait repéré le sommet, et on a gravi ce sommet qui était encore vierge auparavant, quoi. Ouais. Parfait. À combien d'altitude? Du coup, le mur, ça faisait 1200 mètres la voie, et le sommet, il est à 2000 mètres. Du coup. Forcément. Mais ouais, tu vois, c'est très proche de la mer. Mais ouais, t'avais le pied qui était aux alentours de 700-800 mètres, un peu plus haut que la mer, du coup, et après le sommet 2000, quoi. Et c'est un des plus hauts sommets du coin. Ah ouais. 2000, c'est déjà très haut au Groenland. Quand t'as vraiment 2000 de verticalité pure, parce que tu énorme au début de la mer. Okay. Ouais, c'est énorme. Du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu aurais à dire pour exprimer ce que toi tu recherches dans l'alpinisme aujourd'hui, et surtout aller faire des expés, mais avec un vrai but, c'est-à-dire de poursuivre. Tu vois, moi je parle d'histoire sur ma chaîne des pionniers dans les années 20, même Alfred Bummery qui a été le premier au Nanga Parbat en 1894. C'est assez fou de se dire qu'il y a des mecs qui ont été défrichés l'Himalaya, enfin le Karakoram à cette époque-là. Et du coup, est-ce que le futur de l'alpinisme de haut niveau, il n'est pas là justement, tu vois, à aller explorer tous les sommets qui n'ont pas été explorés? Je vois encore le Slovaque et le Tchèque ont fait une voie dans le Langtang Lirung, la face qui fait 2,5 km de haut. Un truc de fou. C'est incroyable, ouais. Non, carrément, moi, ma vision du futur, elle est déjà hyper positive. J'ai vraiment des beaux espoirs sur l'avenir de l'alpinisme parce que, en fait, on va se réinventer. On va réfléchir différemment, farfouiller les lignes. On a encore tellement de terrain à explorer et tellement de lignes à trouver que, franchement, je m'inquiète pas du tout là-dessus. Quand on dit que tout a été fait, qu'il n'y a plus de grands exploits à faire en Himalaya, c'est faux, tu vois. Enfin, c'est juste que, oui, ce sera pas la première d'un 8000, mais en fait, on s'en fiche. C'est pas ça qu'on cherche là-bas. Et pour ce qu'on cherche, c'est l'aventure, c'est l'exploration. Et ça, il y a un vivier qui est encore énorme. Et il faut juste, se poser un peu, chercher et se réinventer aussi, quoi. Combiner les pratiques, tu vois, faire pourquoi pas du ski à certains endroits, du kayak à d'autres endroits, et combiner tout ça pour rendre l'aventure encore plus grande, quoi. Du parapente, ou du parapente. K2. Ouais. Merci Simon. De rien.